Outre les nombreuses personnalités du monde universitaire et les ambassadeurs du développement, la grande soirée de la connaissance a enregistré la présence du secrétaire général du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES, le professeur Mbashi Bertrand. Une rencontre de partage et d'échange sur la connaissance de l'extension du coaching. Le coach Pognon est en train de nous préparer à une autre vie. Et ceci donc nous amène à partager ce qu'on a pu faire. Peut-être qu'on peut créer un déclic, une vocation, un déblocage. Et ça aussi, c'est un mode de coaching. Ce dont nous parlons en célébrant la connaissance aujourd'hui, c'est ce qui permet à quiconque a été programmé pour mourir en 2018 d'être encore là en 2418. Voilà de quoi nous parlons quand nous parlons de connaissance. Il ne s'agit pas, vous voyez, souvent les gens attendent d'avoir des problèmes avant de venir au coaching. Oh non, on vient au coaching pour ne pas avoir de problèmes. Après le Bénin, le professeur Mbashi Bertrand se rendra à Lomé, capitale du Togo, dans le cadre du 9e congrès mondial de la Fédération internationale des ambassadeurs du développement FIAD. Selon le porte-parole des forces armées, Tamer El Rifai, qui a rendu public un communiqué, 30 éléments extrémistes armés ont été éliminés durant un échange de tirs, ainsi qu'une cellule terroriste très dangereuse, provoquant la mort de 6 djihadistes. 4 membres des forces armées ont été tués et 8 blessés au cours de ces opérations. Au total, plus de 100 djihadistes et au moins 20 militaires ont été tués depuis le lancement de la campagne Sinaï 2018 le 9 février dernier. Plus de 2000 personnes ont été arrêtées, dont 345 au cours des 5 derniers jours, comprenant des éléments terroristes très dangereux et des criminels recherchés. Selon le porte-parole de l'armée, des dizaines de repères et d'armes ont également été détruits. Les forces de sécurité égyptiennes soupçonnent le groupe État islamique de vouloir installer un nouveau foyer dans le Sinaï après sa défaite en Irak et en Syrie. Fin novembre, le président Abdel Fattah al-Sisi avait donné 3 mois à son chef d'état-major et à son ministre de l'Intérieur pour rétablir la sécurité et la stabilité dans le Sinaï. Cette injonction avait été lancée quelques jours après une attaque contre une mosquée dans le nord de la péninsule qui avait fait 300 morts. Il y a plus de 3200 puits à Gérada, mais seulement 200 à 300 sont actifs. Les autres sont abandonnés et présentent un danger manifeste. Ils seront tous fermés, a affirmé Abderrazak El Gourji, secrétaire général de la préfecture de la région de l'Oriental. Gérada, bastion de la lutte syndicale au Maroc, est le théâtre de manifestations pacifiques depuis la mort en décembre dernier de 2 mineurs dans un puits abandonné où ils cherchaient à extraire clandestinement du charbon. 2 autres décès accidentels sont survenus depuis, suscitant colère et indignation chez les habitants de cette ville économiquement sinistrée que les statistiques officielles classent parmi les plus pauvres du royaume. Les manifestants réclament une alternative économique aux mines de la mort dans lesquelles s'aventurent des centaines de mineurs depuis la fermeture du centre minier à la fin des années 1990. Les protestataires fustigent aussi les barons du charbon, des notables locaux qui revendent le charbon extrait dans les puits fermés grâce à des permis d'exploitation. Ces barons sont pour la plupart des élus locaux, de la méfiance des manifestants, voire une certaine défiance envers cette classe politique. Et pour El Gourji, tous les permis accordés à ceux que les jeunes appellent les barons ont été retirés. Aucune enquête n'a en revanche été ouverte sur ces notables accusés par les protestataires d'avoir longtemps profité de leur misère. Autre mesure, nous avons lancé un programme de reconversion avec la mobilisation de 3000 hectares pour des projets agricoles et la construction d'une nouvelle zone industrielle, a détaillé Abderrazak El Gourji. Cette décision prise lors d'un conseil des ministres le 16 mars vise à réduire de manière significative les coûts des évacuations sanitaires, généralement vers le Maroc,
la Tunisie et la France. Dorénavant, les ministres, les députés et toute autre personnalité vont se faire soigner aux frais de l'État à l'hôpital général de référence de Niamey, un complexe hospitalier construit par la Chine, a affirmé le ministre de la Santé Idi Iliassou à la télévision publique. Seuls les cas ne pouvant y être traités feront l'objet d'une évacuation à l'étranger, a-t-il précisé. Selon les chiffres avancés par le ministre, les coûts de ces évacuations ont été multipliés par 10 entre 2010 et 2017, de 800 millions de francs CFA en 2010 à 10 milliards en 2017. L'hôpital de Niamey dispose d'un personnel hautement qualifié et d'un plateau technique de pointe, a assuré le ministre. Les patients visés par la mesure peuvent se faire soigner à l'étranger à leurs propres frais, a-t-il souligné. Pour s'assurer d'une meilleure application de la nouvelle mesure, les responsables de l'hôpital de référence donneront leur avis préalable sur tout dossier médical avant une évacuation à l'étranger, a expliqué le ministre. Inauguré en août 2017 par le président nigérien Mahamadou Issoufou, l'hôpital de référence de Niamey a une capacité de 500 lits et a coûté plus de 45 milliards de francs CFA. Des médecins chinois, turcs et cubains y travaillent. Pour rappel, au Niger, pays aride, plus de 2/3 des 20 millions d'habitants vivent avec moins d'$1 par jour et sont dans l'impossibilité de s'offrir des soins adéquats. Lors du premier tour de la présidentielle en Sierra Leone, Samura Kamara, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir, a terminé deuxième avec 42,7% des voix. Il a été légèrement dévancé par celui du principal parti d'opposition SLPP, Julius Maada Bio, en tête avec 43,3%. Mais lors des législatives à un tour qui se tenaient le même jour, c'est l'APC qui est sorti vainqueur. Le parti au pouvoir a frôlé la majorité absolue en remportant 63 circonscriptions contre 46 pour le SLPP. Deux partis récemment créés, la Coalition pour le changement et la Grande Coalition nationale, ont respectivement obtenu 8 et 4 sièges, pendant que 4 députés ont été élus sous l'étiquette indépendant. Ces résultats, il faut le préciser, portent sur 125 des 132 circonscriptions que compte le pays. Dans une circonscription de la région Ouest, les électeurs devront à nouveau voter pour élire leurs députés le 27 mars prochain en raison de l'absence de photos d'un candidat sur les bulletins de vote. Par ailleurs, après des allégations d'irrégularité, un nouveau dépouillement des bulletins a été ordonné dans les 6 circonscriptions de Falaba, dans le nord du pays, un fief du parti au pouvoir. Il faut se préparer pour les prochaines élections en décembre 2019, a déclaré Béjika Edessepsi, sans préciser de quel scrutin il s'agissait, alors que des législatives et présidentielles sont prévues l'an prochain. Dans son discours au palais présidentiel, Essepsi a évoqué la nécessité d'une révision de la loi électorale sans plus de détails, soulignant s'appuyer sur l'avis d'experts. Plusieurs universitaires ont remis en cause la semaine passée le scrutin proportionnel intégral utilisé lors des législatives d'octobre 2014, estimant que cela avait empêché une majorité claire au Parlement. Soulignant qu'il était nonagénaire, il a laissé planer le doute sur sa propre candidature à la présidentielle. Mais il a assuré ne pas vouloir changer la Constitution malgré ses faiblesses, car ce n'est pas le moment, et a rappelé le Parlement à mettre en place au plus vite les instances indépendantes prévues par la loi fondamentale dans la Cour constitutionnelle. Les députés n'ont pas réussi à élire les 4 juges de cette Cour, à défaut d'un consensus leur permettant d'obtenir la nécessaire majorité des 2/3. Un nouveau vote est prévu mercredi. Essepsi a appelé ses compatriotes à l'optimisme et à l'unité dans cette phase critique, déplorant que beaucoup de Tunisiens soient déçus. On a pris des retards dans certains domaines, a-t-il reconnu, citant le chômage qui reste au-dessus des 15%, le poids de la dette, la plongée du dinar. Le président a appelé les partis et organisations syndicales et patronales réunis au sein du pacte de Carthage qui oriente le gouvernement d'union nationale à continuer à travailler ensemble dans l'intérêt commun malgré les dissensions croissantes à l'approche des élections. Youssef Chahed, 9e chef de gouvernement depuis la révolution de 2011, est actuellement sous pression, plusieurs voix s'étant élevées pour réclamer un remaniement en arguant des difficultés économiques du pays.
Les violences se multiplient depuis 2 années dans le centre du Mali, entre Peuls, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. Au cours des 8 derniers jours, 25 Peuls ont été tués par des chasseurs Dogon qui ont des armes qu'on ne retrouve que dans le stock de l'armée régulière, a déclaré Abdoulaziz Diallo, président de l'association Tabital Poulakou, qui regroupe les communautés Peuls du Mali. Aucun bilan officiel n'a été fourni par les autorités de Bamako, mais selon un élu du centre du Mali, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ces affrontements ont fait des dizaines de morts de part et d'autre. Les conflits sont vraiment meurtriers dans les cercles de Koro et de Bankas dans le centre. Les Dozo, chasseurs traditionnels, ont des armes de guerre. C'est la chasse à l'homme contre les Peuls, a déclaré cette source, disant craindre un début de guerre intercommunautaire. Le gouvernement malien et le gouverneur de la région ont pourtant formellement démenti avoir fourni des armes aux groupes en conflit. Mais la situation est très complexe et elle peut prendre une tournure communautaire, a reconnu mardi le ministre de la Sécurité, le général Salif Traoré. Quand les forces de sécurité maliennes se rendent sur le terrain, les gens armés cachent leurs armes. Et quand les forces repartent, les gens ressortent leurs armes, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. En 2017, des violences similaires avaient fait au moins une 60aine de morts. Ces conflits, souvent liés à l'eau ou aux fonciers, sont attisés par l'apparition dans le centre du Mali en 2015 du groupe armé du prédicateur djihadiste Peul Amadou Koufa, avec lequel les Peuls sont souvent soupçonnés de collusion. Les services d'urgence des principaux hôpitaux publics du Zimbabwe ont refusé mercredi d'accueillir la plupart des patients à cause d'une grève des médecins qui exige une amélioration de leurs conditions de travail. L'Association des médecins des hôpitaux du Zimbabwe, le syndicat des médecins qui mène ce mouvement, réclame de meilleurs salaires et déplore les pénuries de médicaments dans leurs centres de santé. Elle menace de ne pas reprendre le travail tant que tous les problèmes soulevés ne seront pas réglés. Presque tous les hôpitaux centraux, des services pour enfants, des hôpitaux provinciaux et des services d'urgence ont été paralysés à travers tout le pays en raison de la grève. Le mouvement de débrayage a débuté il y a 2 semaines par un arrêt de travail des jeunes pratiquants de la profession. Ils ont été rejoints mercredi par leurs aînés qui défendent les mêmes causes. Cette grève constitue un test de la volonté de réforme du nouveau président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa qui a pris les rênes du pays au mois de novembre dernier. L'audience est suspendue et reprendra le 26 mars prochain. À la reprise du procès, le juge entendait statuer sur les demandes d'exception et les préalables produits par la défense depuis l'ouverture du procès le 27 février dernier. Chose refusée par les avocats qui exigent que le tribunal se prononce d'abord sur leur demande de récusation. Non, il préside une juridiction selon le décret qui a été supprimé. Donc on a un problème. C'est vrai, le magistrat, il a été désigné, mais président d'une juridiction qui a été expressément supprimée par la loi. Voilà le débat, on n'a pas dit de ne pas juger. Mais est-ce que vous-même, face à une situation comme ça, les préalables s'imposent? On fait comment? C'est de ça qu'il s'agit. Ils veulent donner l'impression qu'on ne veut pas être jugé. Non, mais on fait comment pour que ça se passe très bien? Mercredi, à la reprise du procès, maître Christophe Birba, l'un des avocats de Gilbert Diendéré, avait introduit une demande de récusation du président du tribunal Seydou Ouedraogo au motif qu'il a déjà travaillé sur ce dossier en 2016. La partie civile, qui ne l'entend pas de cette oreille, refuse pour sa part que des personnes qui sont accusées de faits très graves pensent être en position de force pour prendre des juridictions en otage. C'est exactement un faux débat. Nous avons dit qu'il s'agit d'une stratégie de défense qui est bien connue dans le milieu de la plaidoirie, décrédibiliser la juridiction, dire que la juridiction n'est pas légitime, et on constate que beaucoup de dictateurs ont utilisé cette procédure-là. On sait que ça s'est passé au niveau donc, du tribunal pénal pour la Yougoslavie. Les criminels ont toujours contesté la légitimité des juridictions pour les juger. C'est exactement à la même chose que nous assistons ici au Burkina Faso. Au total, 80
84 accusés sont jugés dans cette affaire, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveau présumé du coup d'État manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés.